Bonjour, merci de vous être connecté pour suivre ce cours sur les traumatismes crâniens non accidentels chez le nourrisson. En frontispice de ce cours, j'ai placé cette aquarelle terrible d'Honoré Daumier intitulée La correction paternelle. On y voit un bébé secoué par un père en colère devant la mère terrorisée derrière, ce qui traduit bien le caractère intimiste de ce drame familial. Ça permet aussi d'introduire l'historique de cette maltraitance, puisque c'est à peu près à cette période que Ambroise Tardieu, en 1860, a décrit les lésions autopsiques du bébé battu. Donc c'est ce pionnier qui a décrit ce qui allait être appelé ultérieurement le syndrome de Silverman. Donc Frédéric Silverman, lui, c'était un radiologue qui a décrit les lésions radiologiques avec l'hématome sous-dural et les fractures multiples des diaphyses du bébé. Et c'est 19 ans plus tard que Caffey a décrit le syndrome du bébé secoué, qui nous intéresse ici particulièrement. Ce syndrome du bébé secoué, c'était un saut quantique dans la conception d'un traumatisme crânien violent qui pourtant ne s'accompagnait pas de signes d'impact. Et c'était audacieux et ça continue à susciter la polémique auprès de certains qu'on appelle les dénialistes. Anne-Christine Duhem a nuancé le propos du traumatisme crânien sans impact parce qu'elle avait noté que chez certains de ses enfants, il y avait une fracture et elle a intitulé ça le Shaken Impact Baby Syndrome. C'était des formes particulièrement violentes de syndrome du bébé secoué puisqu'en fait, elle avait décrit ces lésions sur des données autopsiques elle aussi. Et enfin, l'ère IRM, depuis la fin des années 80, on a pu décrire l'arrachement des veines corticodurales, et c'est en particulier Catherine Adamsbaum qui a insisté sur l'importance de ces données radiologiques qui sont réellement très spécifiques d'un traumatisme crânien violent, et en particulier le syndrome du bébé secoué. Et l'IRM a permis également de mettre en évidence des lésions spinales qui sont un des éléments cardinaux du syndrome du bébé secoué. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un syndrome? Un syndrome, on peut également parler d'un tableau anatomoclinique. C'est donc ce tableau anatomoclinique qui résulte d'un secouement violent chez le nourrisson, c'est le syndrome du bébé secoué. Donc on a un mécanisme lésionnel qui est univoque, qui est spécifique. On a des lésions cliniques, radiologiques et autopsiques qui sont caractéristiques et qui permettent de faire un diagnostic de certitude. On a des circonstances de survenue qui sont stéréotypées. C'est un adulte qui est seul avec un enfant dans un domicile. Et on a une présentation clinique qui, elle, est variable et qui est parfois trompeuse, comme on va le voir. Alors, qu'est-ce que c'est que le secouement? Alors, le secouement, ça n'est pas un enfant qui est envoyé en l'air pour jouer. Ça, c'était une campagne de prévention qui était tout à fait à côté de la cible en 2008 et qu'il vaut mieux oublier. Hein. Donc là, on présente un de mes neveux qui joue avec sa fille. On voit, quand on fait un arrêt sur image, que la tête de l'enfant reste parfaitement dans l'axe et donc il n'y a pas de traumatisme. Par contre, ici, c'est un de mes confrères qui secoue un poupon, et là, c'est le secouement. On voit la tête qui va en avant, en arrière, en avant, et si on fait un ralenti, on voit ce mouvement qui va être alternatif et la tête qui part dans tous les sens. C'est ça le secouement. Donc, le secouement, c'est un mouvement de va-et-vient d'une tête qui est volumineuse et lourde et un mouvement qui n'est pas inhibé du fait de la faiblesse de la musculature cervicale de l'enfant, de la souplesse de son rachis. Et ce mouvement, il va amplifier l'énergie, il va accumuler et amplifier l'énergie. Et vous voyez sur ce modèle informatique qu'on atteint des niveaux d'énergie équivalents à ceux d'un impact crânien. Ce mouvement de secouement va entraîner un arrachement des veines corticodurales, comme on voit sur ces images autopsiques de Caroline Rambaud, et ça ne survient que dans un traumatisme violent, et ce qui est spécifique du syndrome du bébé secoué, c'est justement l'absence de signes d'impact qui fait qu'on a ces lésions qui traduisent un traumatisme violent, mais qu'on n'a pas de signes d'impact. Alors l'épidémiologie, on sait que finalement c'est assez fréquent que des enfants soient secoués et on va mettre l'accent sur la différence entre le secouement, qui est un acte, et le syndrome du bébé secoué qu'on vient de décrire avec des symptômes et des lésions.
Donc ça, c'est les résultats d'une enquête téléphonique qui a été faite auprès de plus de 2000 mamans aux États-Unis qui ont avoué avoir secoué, avoir maltraité leur enfant pour des violences dites éducatives. Donc 6,1% avaient eu des comportements violents et sur les 6,1, il y avait 1,5% des enfants qui avaient été secoués. Ce qui veut dire que les enfants hospitalisés, finalement, c'est une petite fraction de ceux qui ont été secoués et que ceux qui sont en réanimation, c'en est encore une fraction et que ceux qui sont décédés, fort heureusement, c'est une petite fraction de la population. Mais ce qui est sûr, c'est que ces violences dites éducatives, elles s'inscrivent dans un contexte de violence ordinaire à domestique, hein, c'est un petit peu les poupées russes, et il y a très souvent un contexte de violence conjugale, et également des problèmes psychiatriques, des prises de toxiques, etc., comme on va le voir. Alors pourquoi est-ce que les bébés sont secoués? Eh ben, c'est tout simple, c'est parce qu'ils pleurent. Hein, c'est le bébé, il pleure, l'adulte s'imagine que ça le met en cause et il a la réaction qu'il ne faut surtout pas avoir, c'est-à-dire de secouer l'enfant. Alors les petits garçons pleurent un peu plus que les filles, ça peut expliquer la prédominance masculine. Et pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Eh ben, on parle de coliques, on imagine qu'ils ont un stress. Il peut y avoir effectivement des problèmes digestifs, mais c'est réducteur, hein. On ne peut pas réduire un bébé à son tube digestif. Les stress, ils existent. Toujours est-il que l'enfant, il pleure normalement, il s'exprime, et c'est une façon d'établir un lien parent-enfant, hein. Les enfants ne sont pas forcément gentils. Ils peuvent être, comme on dit, anges et démons. Alors, il y a un âge très particulier auquel survient ce secouement. Et alors, j'avais été surpris en voyant les statistiques au CHU de Lille, de voir qu'il y avait un pic de survenue au mois de novembre. Je m'étais demandé pourquoi. Et puis, en fait, simplement qu'il y a un pic des naissances au mois de septembre et que c'est un effet mécanique de ce pic des naissances. Et quand on voit la distribution par âge, c'est vraiment à l'âge de 2 mois qu'il y a le plus de secouements et la médiane de l'âge est de 3,7 mois. Ça correspond pas du tout au comportement moteur de l'enfant, hein, puisqu'il ne va se retourner qu'à partir de 6 mois, il s'assied à partir de 8, 9 mois et il commence à se mettre debout vers 11, 12 mois. En fait, c'est l'âge où l'enfant va crier le plus et ça a été très bien étudié par un pédiatre canadien qui s'appelle Barr, qui a montré que le nombre d'heures par jour pendant lequel l'enfant peut pleurer, il est maximum vers l'âge de 2 mois. Donc, les pleurs de l'enfant, c'est le stimulus qui conduit à ce drame quand l'adulte qui est avec lui perd son contrôle. Donc, ça veut dire que si veut faire une prévention, eh bien, la prévention, elle va devoir s'adresser à tout le monde. Et ce qui aggrave le fait, c'est que l'âge où l'enfant crie le plus, eh bien, ça correspond au moment de reprise du travail de la maman, et on a ce drame assez stéréotypé d'un enfant qui est seul avec un papa chômeur à la maison et qui perd le contrôle de ses nerfs. Donc l'épidémiologie du bébé secoué, eh ben, c'est une cause importante, même très importante, de morbidité et encore plus de mortalité. Bon, fort heureusement, il y a beaucoup d'enfants qui vont aller bien, mais on a quand même 10% de mortalité. Et quand on regarde parmi les autres causes de mort traumatique, eh ben, la maltraitance, c'est presque les trois quarts des morts traumatiques chez les enfants de moins de 2 ans. Quelle est l'incidence du surnom du bébé secoué? Bon, on a estimé à 22 pour 100 000 et au total, ça fait à peu près 400 enfants par an chez qui on fait le diagnostic du bébé secoué. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très sous-estimé puisque certains d'entre eux ne seront jamais diagnostiqués et il peut y avoir ce qu'on appelle un secouement occulte. Et en bas à droite, donc, on a comparé le devenir des traumatismes par maltraitance avec celui des traumatismes accidentels. Glasgow Outcome Score 1, c'est les enfants qui vont tout à fait bien. Et ben, il y a une majorité de traumas accidentels, alors que Glasgow 3, ce qu'elle lourde, Glasgow 4, état végétatif, Glasgow 5, décédé, c'est quasi exclusivement des enfants maltraités. Alors, qui est-ce qui maltraite? Bon, c'est le plus souvent un homme, en majorité, puis l'assistante maternelle, puis la mère. Et ça, la prédominance entre mère et assistante maternelle, ça dépend essentiellement de la sociologie suivant la région, où on a plus ou moins de mères qui sont au travail. Et, euh, et donc, les données obtenues en comparant des accidents survenus devant témoins avec des enfants victimes de maltraitance avec aveu, donc le plus proche qu'on puisse avoir de la certitude d'une maltraitance,
On note que les antécédents périnataux sont statistiquement beaucoup plus fréquents. Le fait d'avoir un beau-père ou une belle-mère, c'est un facteur de risque. Les addictions, ça n'était pas significatif dans notre étude, mais ça l'est dans d'autres, comme on va le voir. Et des problèmes médico-sociaux dans la fratrie, là aussi, c'était très significativement plus fréquent chez les enfants maltraités. Donc, le père ou un beau-père, c'est souvent la personne qui va maltraiter. Et on sait que chez les animaux, il y a certains qui vont supprimer les enfants qui ne sont pas de leur sang pour pouvoir mettre les leurs à la place. Donc, voilà un petit peu les statistiques qu'on avait à Lille. Le perpétrateur, c'était dans plus de la moitié des cas le papa. On avait également des beaux-pères et ensuite venait la maman et l'assistante maternelle au coude à coude. Donc, les facteurs favorisants chez le perpétrateur, c'est souvent des antécédents socio-psychiatriques, statistiquement très significatifs, des problèmes dans la fratrie, une mère isolée qui est plus souvent avec un concubin qui peut ne pas être le père de l'enfant. Chez la victime, on a des antécédents de maladie périnatale, des antécédents pendant la grossesse, de prématurité, des antécédents postnataux, tous ces facteurs qui vont faire qu'en fait l'attachement parental n'a pas pu se faire de façon harmonieuse. Donc, tous ces facteurs de risque, en fait, ça va nous définir une cible pour la prévention et des familles à risque et des enfants pour lesquels une surveillance rapprochée est indispensable. L'an dernier est sortie l'enquête de Blangis qui reprenait, d'après les données du PMSI, donc du codage des activités médicales, les facteurs de risque. Et donc, une mère jeune, ça multipliait le risque par plus de 7, la pauvreté, la prise d'alcool, la prise d'opiacés, et puis les violences domestiques, ça va multiplier par 3 le risque de maltraitance chez un enfant. Donc là aussi, on a des cibles pour une prévention ciblée. Et on retrouve donc, comme je le disais tout à l'heure, un contexte de violence domestique et possiblement une transmission intergénérationnelle de la violence, puisque le maltraitant, ça peut être un ancien enfant maltraité. Alors, les lésions et leurs mécanismes, on va rappeler un petit peu l'anatomie normale avec les enveloppes cérébrales. On a le cuir chevelu, en dessous duquel on a l'espace sous-galéal, puis le périoste. Sous le périoste, on a la voûte crânienne. Et immédiatement sous la voûte crânienne, on a la dure-mère qu'on peut comparer un petit peu à la membrane qui tapisse la coquille d'un œuf. Donc, cette dure-mère, c'est une enveloppe qui est relativement solide et dans laquelle on a des dédoublements qui vont être des canaux veineux. Ces canaux veineux qui drainent tout le sang y arrive par des veines du cerveau qui traversent l'espace arachnoïdien. L'espace arachnoïdien, donc ça fait partie des méninges molles qui sont en dessous de la dure mère, et on a ces veines qui passent du cortex cérébral au sinus veineux à travers l'espace arachnoïdien. Donc cet espace arachnoïdien, il contient le liquide méningé, qui est le même qu'on trouve à part la ponction lombaire, c'est un espace liquidien normal. Si on regarde cette pièce anatomique, on voit les veines corticodurales qui passent ainsi du cortex à la dure mère vers les sinus. Et on comprend bien que s'il y a un mouvement antéro-postérieur violent, ça va aboutir à un traumatisme et à un saignement de ces veines corticodurales. Donc, on a les espaces ventriculaires donc, qui peuvent se dilater dans l'hydrocéphalie, mais on voit que tout se passe finalement en dehors du cerveau. Et ces espaces arachnoïdiens, on les appelle comme ça parce que ça ressemble un petit peu à une toile d'araignée, si on veut, et ça contient un liquide normal, physiologique, comme je viens de le dire. Ces espaces arachnoïdiens, ils vont se décoller de la dure mère quand on opère, par exemple, quand on ouvre la dure mère, on a un décollement dans la couche externe de l'arachnoïde et qui va laisser en place les espaces sous-arachnoïdiens où se situe ce liquide méningé. L'anatomie pathologique, eh c'est ce qu'on rencontre sur des pièces autopsiques, comme ici, avec des veines arrachées, des veines thrombosées. On voit ces petits traits noirs qui montrent ces veines thrombosées. On a ces veines qui vont saigner dans l'espace sous-dural, donc en dehors des espaces sous-arachnoïdiens, et qui vont imprégner la dure mère. La dure mère, à l'autopsie, elle est farcie de ces globules rouges. On voit ici à droite ce crâne ouvert avec dans le haut du crâne de ces taches noires qui correspondent à du sang. Et on peut également avoir des lésions des neurones, soit par ischémie du neurone, on va voir pourquoi,
soit par cisaillement des axones, on appelle ça des lésions axonales diffuses, parce que c'est un traumatisme violent. Et puis on peut avoir des aspects de contusion ou de délamination du cortex quand la pimère va se décoller. Et ça donne ces images de contusion qu'on voit ici à gauche. Et au niveau sous-frontal, on voit ici à droite le cortex qui est venu s'écraser contre l'os de la base du crâne. Donc le liquide cérébrospinal, il joue un rôle très important parce que du fait du saignement méningé, il va y avoir un blocage de l'absorption de ce liquide qui est sécrété en permanence. Et ici, j'ai un très bel exemple qui n'est pas un bébé secoué, c'était un accident de la voie publique, mais qui va donner le même hématome sous-dural. On voit ici le décollement sous-dural 4 heures après le traumatisme. Et 4 jours après, on voit que l'épanchement sous-dural a augmenté. Ça a un aspect noir parce que ça contient essentiellement du liquide méningé. On a un petit peu une petite trace de sang qui s'est collectée dans les sillons du cerveau. Et puis, 2 jours plus tard, on voit que cet épanchement est devenu volumineux, ça comprime le cerveau et ça a nécessité un drainage. Donc on a ce liquide méningé qui va s'accumuler dans l'espace sous-dural, dans le décollement entre la dure mère et l'arachnoïde, et qui est bloqué parce que le sang va imprégner la dure mère et empêcher ce liquide d'être absorbé. Donc, on a ce liquide cérébrospinal qui va s'accumuler en quelques jours. Donc, ce n'est pas ni un hématome sous-dural aigu qui survient immédiatement, ni un hématome sous-dural chronique qui survient plusieurs semaines après. C'est quelque chose qui est spécifique du nourrisson. Et puisque c'est un problème liquidien, bah, la solution, ça peut être un drainage. L'épilepsie, elle joue un rôle majeur. Elle peut survenir d'emblée au moment du secouement. L'enfant fait un malaise grave et embraye tout de suite sur un état de mal épileptique. L'épilepsie, elle est facilement négligée chez le nourrisson parce qu'elle, c'est pas spectaculaire comme chez un adulte. Il peut ne pas y avoir de convulsions visibles, d'où un retard diagnostique. Alors la personne qui a secoué l'enfant, bah, elle croit qu'il dort, donc il pleure plus, on le recouche et c'est qu'après qu'on se rend compte qu'il est en train de convulser depuis le secouement. Et même aux urgences, vis-à-vis des soignants, on peut passer à côté d'un secouement chez un tout petit bébé parce que, on ne se rend pas compte qu'il est en train de criser. Cette épilepsie, elle est particulièrement délétère parce les crises conduisent à la libération d'acides aminés excitateurs, l'aspartate, le glutamate, qui agissent comme un vrai poison sécrété par le cerveau qui s'empoisonne lui-même. Et ça va aboutir à ce qu'on appelle le big black brain. Quand il y a une ischémie de tout ce cerveau, vous voyez, à 12 heures après le trauma, on voit plus du tout la différence entre le cortex et le cerveau sous-jacent. Et quelques jours après, on voit qu'il y a des lésions d'atrophie majeures qui se sont installées, avec bien sûr des séquelles très importantes. Donc, on considère qu'un bébé de moins de 3 mois qui fait une crise, on va le traiter comme s'il faisait un état de mal épileptique. L'anoxie et l'ischémie cérébrale, c'est lié aux crises, parce que pendant que l'enfant crise, il peut ne pas respirer, il y a cette excitotoxicité dont je viens de parler. L'ischémie, elle peut également être due à l'hypertension intracrânienne, puisque quand il y a des caillots ou un hématome sous-dural qui comprime le cerveau, ça va empêcher le sang de monter au cerveau. Il peut y avoir des lésions médulaires qui vont entraîner des difficultés respiratoires. Et les conséquences, c'est donc l'ischémie peut provoquer lui-même un état de mal tout en étant sa conséquence. Ça va expliquer le coma et puis l'entrée de cet enfant dans une spirale d'auto-aggravation. On a le Big Black Brain, on voit ici en haut à gauche ce cerveau tout noir avec un hématome à la surface. Et lors de l'autopsie de cet enfant, l'hématome avait quasiment disparu. Il s'était essoré à travers la dure mère tellement le cerveau l'avait comprimé vers l'extérieur. Et puis on voit sur la pièce, sur l'IRM de sa moelle épinière, elle est toute blanche, il y a une contusion de la moelle, ça explique qu'il a cessé de respirer immédiatement après le traumatisme. Et on voit à l'autopsie cette jonction entre la moelle allongée et la moelle épinière euh, qui est due au traumatisme. Donc ça va entraîner soit le décès, soit une morbidité lourde. Donc, si on résume, on a le traumatisme initial qui va décoller la dure mère de l'arachnoïde. On a qui va provoquer un saignement, qui va entraîner un traumatisme cérébral. Le saignement, ça peut donner un hématome volumineux, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Ça va surtout donner une hémorragie méningée et avec le clivage de la membrane arachnoïdienne, il va y avoir une accumulation de ce liquide méningé qui est toujours sécrété alors qu'il n'est plus absorbé. Et que ce soit l'hématome sous-dural aigu ou l'hématome du nourrisson, ça va entraîner une hypertension intracrânienne.
Le traumatisme cérébral, lui, va provoquer des crises d'épilepsie, des troubles de vigilance. Il peut y avoir un traumatisme rachidien avec une paralysie, tétraplégie, et tous ces symptômes, ces lésions vont entraîner un trouble respiratoire avec un manque d'oxygène. L'hypertension intracrânienne, le manque d'oxygène, tout ça contribue à entraîner une souffrance du cerveau et du métabolisme des neurones qui vont entraîner soit la mort, soit des séquelles neurologiques. Donc à gauche, c'est tout ce qui relève de la chirurgie, il y a l'hématome qu'il faut évacuer. À droite, c'est tout ce qui relève de la réanimation, faire cesser les crises, faire respirer, oxygéner le cerveau. Et vous voyez qu'il s'agit de deux anges qui se donnent la main. Ça montre la complémentarité de ces deux professions. Mais quand on en est là de la prise en charge de l'enfant, on regrette qu'il n'y ait pas un troisième ange qui est celui de la prévention. Alors la spirale fatale, hein, comme vous avez vu, on a les pleurs qui vont entraîner cette réaction totalement mal adaptée de l'adulte qui est le secouement, qui va entraîner le saignement, un malaise. Il peut y avoir également des lésions spinales. Et puis, à partir de là, on rentre dans cette spirale avec l'arrêt des respiratoires, l'anoxie, l'ischémie du cerveau, les crises d'épilepsie, qui vont entraîner un hypermétabolisme des neurones, l'œdème du cerveau, l'hypertension intracrânienne. Et puis, il peut y avoir des interactions avec les lésions spinales qui peuvent entraîner une apnée, le saignement qui peut entraîner une hypertension intracrânienne, l'épilepsie qui entraîne une hypertension intracrânienne, l'hypermétabolisme qui entraîne une ischémie tissulaire, etc. Et on a tous ces facteurs qui aboutissent à la spirale infernale et qui mènent au décès. Le diagnostic du syndrome du bébé secoué, on le fait devant différents tableaux cliniques. Il y a la forme autopsique et dont le diagnostic différentiel, c'est la mort spontanée du nourrisson. La forme suraiguë qu'on vient de décrire avec le coma, l'état de mal qui fait intervenir le SAMU, l'AREA, c'est un diagnostic différentiel de la méningite, de l'épilepsie seule. La forme aiguë habituelle avec l'enfant qui a mal, qui vomit, on va penser à une gastro-entérite, à une invagination intestinale, etc. Et puis à un traumatisme accidentel. Et puis la forme subaiguë ou la forme chronique, ça va être une augmentation du périmètre crânien et ça fait partie des diagnostics différentiels de la macrocéphalie essentielle. L'admission aux urgences, habituellement, comme je l'ai dit, on a un enfant qui a une altération d'état général, qui est douloureux, qui vomit, qui fait des crises parfois. Et donc, on peut penser à une méningite, on peut penser à un problème abdominal. Si on s'oriente vers un problème intracrânien du fait d'une fontanelle tendue, ben, on va faire une imagerie. On va voir s'il y a des lésions hémorragiques ou des lésions non hémorragiques. Si c'est hémorragique, il faut savoir si c'est traumatique ou non, parce qu'on a des saignements spontanés, comme on va le voir. Et si c'est un traumatisme, est-ce que c'est un traumatisme accidentel ou non accidentel en fonction de ce qu'on a trouvé? On pourra poser le diagnostic. Donc, vous voyez qu'on va progressivement se rapprocher du diagnostic. Et tout ça, ça va très vite. C'est l'affaire de quelques minutes ou quelques heures aux urgences. Donc, le diagnostic de maltraitance, on parle de TCNA, ce qui est assez pratique. On a un traumatisme crânien, donc c'est TCNA, c'est traumatisme crânien non accidentel. Donc, on a des lésions traumatiques qui sont distinctes d'un saignement spontané. On n'a pas de terrain hémorragipare, c'est-à-dire pas de maladie du sang qui va favoriser un saignement. D'autre part, c'est non accidentel parce que les lésions sont caractéristiques de la maltraitance, qu'on n'a pas d'histoire de traumatisme ou alors on a une histoire qui ne convient pas parce que ça n'explique pas les lésions ou que ça n'est pas compatible avec l'âge de l'enfant. Donc, globalement, le diagnostic initial, c'est celui d'un traumatisme, mais qui n'est pas un traumatisme accidentel. Un traumatisme accidentel, ça suppose la concordance entre l'âge de l'enfant, le mécanisme allégué et les lésions qu'on voit. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enfant il ne se retourne qu'à partir de 6 mois, donc si à 4 mois on nous dit qu'il s'est retourné et qu'il est tombé du lit, il y a quelque chose qui ne va pas. L'imagerie, donc on va faire le plus souvent un scanner en urgence, on va chercher s'il y a des caillots crâniens, on va chercher s'il y a une fracture, s'il y a du liquide qui s'est collecté en sous-dural, et puis on va chercher s'il y a des signes d'ischémie cérébrale. Hein, ici on voit on fait défiler l'image et on voit le saignement qui prédomine au sommet du crâne, donc là où se trouvent les veines corticodurales qui ont été arrachées. On va faire des radiographies du squelette, bien sûr, pour chercher s'il y a des fractures des côtes ou une atteinte au niveau des membres.
Et puis l'IRM, bah, on la fera dès que ce sera possible. On va avoir des images typiques d'arrachement ou de thrombose des veines ponts. Alors sur cette IRM, vous voyez, on voit ce qui est noir, c'est du sang au sommet du crâne. C'est un arrachement des veines corticodurales. Pourtant, ça n'était pas un bébé secoué. Donc l'arrachement des veines, on le rencontre dans le secouement, mais pas que, on le voit aussi dans les traumatismes violents. Et ici, en fait, on se rend compte qu'il y avait un œdème au niveau du cuir chevelu. Il y avait des signes d'impact importants, et en fait, c'était un accident qui était survenu devant des témoins. On va chercher s'il y a des lésions anoxiques, s'il y a des lésions axonales diffuses. On va chercher s'il y a des lésions qui ont l'air plus anciennes, qui peuvent traduire des traumatismes répétés. Et on va faire aussi et surtout une IRM spinale, parce que on sait maintenant depuis quelques années que les lésions spinales sont vraiment tout à fait caractéristiques de la maltraitance, comme on va le voir, hein. Vous voyez ici qu'il y a un hématome sous-dural ou épidural au niveau thoraco-lombaire. Donc, concernant les lésions péricérébrales, hein, c'est important de distinguer des différentes lésions traumatiques des lésions non traumatiques. Ici, on peut représenter l'hématome sous-dural aigu. On a un gros caillot qui va comprimer le cerveau. C'est pas très fréquent, comme je vous l'ai dit, mais on le voit de temps en temps. L'hématome sous-dural du nourrisson, habituellement, c'est ça. C'est un décollement de l'arachnoïde de la dure mère, et donc cette collection de liquide hémorragique qui va écraser les espaces arachnoïdiens et qui va comprimer le cerveau. Et puis l'hématome sous-dural chronique, on a constitution de membranes qui vont ressaigner spontanément. C'est un saignement distillant qui se fait sur plusieurs semaines. Donc c'est pas du tout la même entité temporelle. La pseudotumore cérébri, c'est un gonflement du cerveau qui est gorgé de liquide cérébrospinal, mais qu'on ne voit pas sur l'imagerie. Le liquide, il est dans le parenchyme cérébral. Ça peut être traumatique, mais c'est plus souvent non traumatique. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'expansion d'espace méningé. On appelle ça aussi une arachnoïdomégalie ou une macrocéphalie essentielle. On a ces espaces arachnoïdiens sont dilatés. C'est fréquent chez le nourrisson. C'est un stade de la maturation du liquide, mais de la circulation du liquide. Et puis, on a cet espace qui est rempli d'un liquide normal. Donc ça, c'est absolument non traumatique. Donc au fond d'œil, on va rencontrer des hémorragies rétiniennes, et là, c'est un élément capital du diagnostic, c'est extrêmement discriminant, c'est même quasiment spécifique. Donc le fond d'œil, il doit être systématique, il doit être précoce parce que certaines hémorragies peuvent disparaître très vite. Il doit être répété et quantifié. Donc ça, c'est une classification qui a été établie par le docteur de Fort-Delem, qui est un neuro-ophtalmologiste avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Le grade 1, ce sont des hémorragies en flamèche qui ne sont pas spécifiques d'un traumatisme, qu'on peut rencontrer également en cas d'hypertension intracrânienne ou en cas d'inflammation de la papille du nerf optique. Le stade 2, ce sont des perles jacobines ou des hémorragies numulaires qui sont traumatiques, mais qui ne sont pas spécifiques d'un traumatisme par maltraitance. Le grade 3, ce sont des hémorragies diffuses et qui sont à peu près pathognomoniques. On a des hémorragies jusqu'en périphérie de la rétine. Ça peut être le 3A avec des hémorragies, un semis d'hémorragie ponctuelle. Et le stade 3B avec un décollement de la rétine qui a bien sûr un retentissement sur la vision quand ça atteint le champ maculaire. Donc ça avait été validé dans un travail dans lequel j'avais pu comparer les traumatismes crâniens accidentels devant témoins avec des maltraitances avouées. Et le décollement, le 3B, on le voit également très bien sur l'OCT, donc le Optical Coherence Tomography, où on voit cette image qui correspond au décollement à la bulle qu'on voit dans le stade 3B. Autre lésion du secouement, les lésions rachidiennes, comme je vous disais. On peut voir des tassements cunéiformes comme ce qu'on voit en haut à droite. On ne voit absolument pas ça dans un traumatisme accidentel chez le nourrisson. On peut voir des lésions de la moelle épinière. On peut voir des lésions d'hématome épidural avec à l'autopsie, vous voyez ce sang qu'on voit à l'extérieur de la dure mère. Il peut y avoir également un saignement sous-dural. Et ça aussi, c'est tout à fait spécifique du nourrisson parce que on n'a jamais de lésion de ce type dans les traumatismes accidentels. On voit également des fractures de côte. On peut voir un décollement du périoste quand l'enfant a été tenu par les membres. Et puis, on peut voir également une contusion du nerf optique, qui est également une lésion très spécifique, mais qu'on ne voit pas sur l'imagerie le plus souvent. Avec des techniques d'imagerie, on va peut-être arriver à le mettre en évidence, mais on voit cet hématome qui est tout à fait typique de la maltraitance.
Alors, les diagnostics différentiels, quand on suspecte ce diagnostic qui est extrêmement lourd, on devra absolument éliminer les autres hypothèses diagnostiques. Donc, on a des lésions non hémorragiques. Au niveau cutané, on peut avoir des angiomes qui ressemblent très fort à des bleus ou des anomalies de pigmentation. Au niveau méningé, je vous ai parlé de cette macrocéphalie externe, macrocéphalie essentielle. On peut également parler d'hydrocéphalie externe, ce qui est un mauvais terme, mais il ne faut pas faire la confusion. Le malaise grave, ça peut être bien sûr, comme on l'a dit, la mort inattendue du nourrisson. On a des traumatismes accidentels, c'est le principal diagnostic différentiel, l'accident domestique, le traumatisme néonatal, mais les accidents domestiques, comme je vous l'ai dit, ça dépend du niveau développemental de l'enfant et les lésions sont très différentes, comme on l'a déjà vu, on va le revoir. Le traumatisme néonatal, ce sont des lésions qui sont relativement fréquentes, mais là aussi, sont des hémorragies particulières qui sont situées le long de la tente du cervelet et qui vont disparaître en 4 semaines. Donc, si l'enfant a plus d'un mois, ce ne sont pas des hémorragies qui datent de la naissance. Et puis, les saignements non traumatiques, on a des maladies rares qui sont le plus souvent connues antérieurement. Et puis les fractures, on a des fractures non traumatiques, ces enfants qui ont une fragilité osseuse, mais dans ces maladies rares, osseuses ou métaboliques, on a en général le diagnostic fait avant de voir l'enfant avec ce saignement ou ces fractures. Alors, on a des saignements intracrâniens de cause structurelle. On a exceptionnellement des anévrismes, ça existe. Et là, vous voyez que c'est une hémorragie qui intéresse les sillons du cerveau, avec un petit peu de sang dans les ventricules. C'est très différent de ce qu'on voit dans le bébé secoué. Les thrombophllébites, on peut voir un saignement méningé associé à ces thrombophllébites, mais c'est assez particulier. On voit ici très bien les veines cérébrales internes qui sont dilatées. On peut avoir des malformations artério-veineuses qui sont absolument exceptionnelles en dessous de l'âge d'un an. Là, c'est un cas que j'avais vu à l'âge de 6 mois. On peut avoir des saignements multiples diffus dans une cavernomatose, mais c'est quand même très différent. Des fistules durales, c'est des anomalies du nouveau-né. Et puis des kystes arachnoïdiens qui peuvent être à l'origine d'un décollement sous-dural, d'un hématome sous-dural chronique. Mais on voit ces images. Donc globalement, ces causes structurelles, on les reconnaît. Ça ne donne pas la même hémorragie. On a une imagerie qui est tout à fait évocatrice. Maintenant, les hémorragies de cause systémique, c'est-à-dire c'est une maladie du sang, une maladie métabolique qui va être ou parfois un traitement qui vont être à l'origine de ce saignement. Alors on a les hémorragies dues à la maladie de Villebrand, à l'hémophilie, déficit en vitamine K, thrombocytopénie. Là, le bilan initial, numération formule, TP-TCA, on sait tout de suite s'il y a un problème ou pas. La maladie de Wiskott-Aldrich est une maladie rare qui peut donner un sous-dural, mais qui se reconnaît au fond d'œil parce qu'on a une rétine qui est dépigmentée. Les anomalies des acides gras à chaîne courte, l'acidurie glutarique, l'acidurie méthylmalonique, etc., ça, on le connaît d'emblée à la naissance par le test de Guthrie. Et puis les autres maladies, de Lobstein, la polykystose rénale, le traitement par Révatio qui peut favoriser un saignement, par everolimus, tout ça, on le sait par le contexte. Ce ne sont pas des surprises diagnostiques révélées par le saignement intracrânien. Donc globalement, le diagnostic, il est fait très rapidement. Maintenant, la prise en charge médico-légale de ces lésions traumatiques crâniennes du nourrisson. Les impératifs, c'est bien sûr de soigner, on est là pour ça, mais aussi la protection de l'enfance. Donc l'enfant qu'on a entre les mains, il faut s'assurer qu'il ne lui arrivera rien de plus, et puis il faut penser qu'il peut y avoir d'autres enfants dans la famille ou bien chez l'assistante maternelle. On se doit de faire un diagnostic au-delà du doute raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut avoir les arguments diagnostiques, il faut questionner cette hypothèse diagnostique de la maltraitance, mais il ne faut pas non plus la questionner de façon déraisonnable. À partir d'un moment, ça devient déraisonnable de mettre en doute ce diagnostic. Donc le diagnostic il doit être étanche, c'est-à-dire que les éléments qu'on recueille à la phase aiguë, on ne les aura plus ultérieurement. Par exemple, le fond d'œil, il risque de se normaliser. Donc on se doit d'avoir un diagnostic fait de façon tout à fait rigoureuse. Donc on a des éléments positifs, il faut réunir les éléments médicaux au-delà du doute raisonnable. Les éléments négatifs, c'est le diagnostic différentiel. Et puis, on doit décrire précisément, avec des termes bien choisis, une terminologie univoque pour qu'il n'y ait pas de doute sur le diagnostic. Et puis, ça nécessite une équipe pluriprofessionnelle. Ça veut dire que un médecin isolé en ville, médecin généraliste ou pédiatre, il ne va pas pouvoir faire le diagnostic par lui seul. La conduite à tenir, c'est bien sûr d'hospitaliser l'enfant dans un hôpital où il y a tous les spécialistes et toutes
toutes les professions nécessaires pour ce diagnostic pluriprofessionnel. Donc sur le plan légal, on a un enfant qui est en danger, on a une obligation de le protéger contre un risque d'aggravation, et le signalement, c'est une obligation du fait de cet impératif de protection, et ça n'est pas une violation du secret médical. Il y a très précisément un article du Code pénal qui en fait une exception à la loi sur le secret médical, sur le secret professionnel en général. Donc le diagnostic doit être étanche, comme je l'ai dit. On fait un signalement au procureur, qui est une urgence, parce qu'il faut mettre l'enfant sous la protection de la justice le plus tôt possible. Ça va déclencher une enquête de police et une enquête médico-légale qui est mandatée par le procureur. Donc assistante sociale, police, menottes, prison. Hein, c'est caricatural, mais ça exprime le degré d'urgence qu'il peut y avoir. Donc, la mise en scène de la justice, eh ben, on a le médecin clinicien qui fait le diagnostic, bien sûr, qui soigne, mais qui fait ensuite le signalement au procureur, qui va décréter une ordonnance de placement provisoire, qui va décider si oui ou non les visites sont autorisées, qui va contacter l'aide sociale à l'enfance, qui peut placer l'enfant en pouponnière ou dans une famille d'accueil, ou éventuellement chez des grands-parents. Il faut que ce soit géré au mieux des intérêts de l'enfant, bien sûr. Il va déclencher une enquête du médecin légiste, donc il va requérir un médecin légiste qui va faire son rapport au procureur. Il va transmettre au juge d'instruction qui va diligenter cette enquête judiciaire, qui va comprendre une audience avec les personnes qui sont en contact avec l'enfant et éventuellement une garde à vue. Et le médecin qui est clinicien, bah, lui, il va continuer à soigner et à suivre le patient, et ce qui le met parfois dans une situation embarrassante quand c'est lui qui a fait le signalement, mais clairement, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper d'une part, et d'autre part, la priorité, c'est la protection de l'enfant. Le traitement. C'est un traitement d'urgence. Le patient souvent est hospitalisé en réa s'il fait des crises, s'il est comateux. Comme je l'ai dit, s'il a moins de 3 mois qu'il fait une crise, on traite comme un état de mal. On va faire très rapidement du dilantin ou du nesdonal, sédation, ventilation, monitoring par le Doppler qui est très précieux, par la pression intracrânienne avec un monitoring invasif qui est très largement utilisé, comme on va le voir. On va positionner la tête relevée pour diminuer la pression, mais aussi pour aider les hémorragies rétiniennes à sédimenter. Le traitement antiépileptique, il n'est pas systématique, mais comme je l'ai dit, on va le faire très rapidement s'il y a la moindre crise et avec une escalade rapide jusqu'au nesdonal si besoin. Et gestion de la douleur, bien sûr, antalgique, et puis ponction et drainage. Donc on lutte contre l'hypertension intracrânienne, hein. En haut à droite, on a la courbe de pression et on voit que quand on arrive à une quantité de liquide ajoutée, on va avoir très rapidement une décompensation de la pression. Si on est dans le haut de la courbe, en retirant une petite quantité de liquide, ça va permettre de corriger rapidement cette pression. Donc, en se basant sur la physiopathologie, on a différents compartiments intracrâniens, le compartiment cellulaire, interstitiel, liquidien et vasculaire. Le compartiment cellulaire, bah, ce sont des caillots, c'est l'œdème cytotoxique. Ça peut nécessiter une craniotomie pour évacuer ce caillot. Le compartiment interstitiel, on a un œdème vasogénique, notamment après une crise, par exemple. Donc ça peut répondre à un traitement par le mannitol, par le sérum salé hypertonique. Le compartiment liquidien, eh bien, on a du liquide qui s'est accumulé, je vous ai expliqué, ça peut être dans l'espace sous-dural, ça peut être une pseudotumeur cérébri, et on peut faire une ponction sous-durale, une ponction lombaire dans certains cas, ou un drainage. À droite, vous voyez une courbe de pression intracrânienne avant et après la ponction lombaire, qui ont permis donc une correction très, très efficace de cette pression. Et ici, on a le crâne d'un bébé à qui on avait fait une ponction lombaire. On voit que sa fontanelle est complètement en creux. Et le compartiment vasculaire, il peut y avoir une vasodilatation artériolaire, notamment en post-critique ou s'il y a une hyperpression veineuse ou s'il y a une hypercapnie. Donc là, la ventilation, la sédation, le traitement anticomicial, c'est ça le traitement pour diminuer le volume de ce compartiment vasculaire. Donc le monitoring de la pression intracrânienne, il se fait en réanimation. C'est une mini-opération qu'on fait au lit du malade. C'est la technique de référence pour évaluer la pression, parce que quand on parle plafond Fontanelle, on voit que c'est sous pression, mais on a tendance à sous-estimer.
Et donc, on va monitorer la pression intracrânienne en continu et qu'on va confronter à la pression artérielle moyenne pour calculer la pression de perfusion cérébrale. Et on va introduire cette petite fibre à travers la fontanelle de cette façon-là et on va relier ce câble au moniteur. Et vraiment, le monitoring de la pression intracrânienne, ça a été ce qu'on appelle un game changer. Quand j'avais introduit cette technique-là à Lille en 2016, on a vu la mortalité qui était passée ensuite de 11,4% à 3%. Ce n'était pas la seule mesure, mais clairement, il y a un avant et un après. La ponction sous-durale, c'est un geste qui lui aussi se fait au lit du patient, qu'on peut faire donc sous anesthésie locale avec la pommade EMLA, éventuellement du saccharose ou bien en réanimation, il peut faire de l'hypnovelle. On va ponctionner la fontanelle un petit peu tangentielle au cortex et on va pouvoir retirer, on peut retirer jusqu'à 20 millilitres de chaque côté, ce qui va être très rapidement efficace sur la pression intracrânienne. L'efficacité, elle n'est pas forcément durable. Si le liquide se renouvelle, on va être forcé de mettre en place un drainage. Mais au moins, ça nous a permis de soulager immédiatement l'enfant en attendant de l'opérer. Donc le drainage, bah, c'est un cathéter qu'on va mettre dans l'espace sous-dural, souvent des deux côtés, avec au moyen d'un connecteur. C'est entièrement tunnelisé sous la peau, jusque dans l'abdomen, et ça va éliminer ce liquide hémorragique jusqu'à ce que les méninges se soient cicatrisés. Et c'est un cathéter qu'on va retirer au bout de 4 mois. C'est pas du tout un cathéter définitif comme on fait dans l'hydrocéphalie. D'autres interventions, ben, on peut amener à faire une membranectomie quand il y a un hématome sous-dural chronique, hein. Vous voyez ici, autour de la grande fontanelle, on a ouvert la dure-mère, on a la coque externe de l'hématome sous-dural qui bombe. Quand on a ouvert cette coque, on a évacué le liquide. On a encore la coque interne qui tapisse le cerveau à droite, alors qu'à gauche, elle a été retirée. Vous voyez la différence entre ce cerveau qui est libre à gauche et alors qu'à droite, il est encore complètement enserré dans cette gaine qui fait un peu une cellophane autour du cerveau. Le volet décompressif, ça a été quasiment abandonné. Dans certains cas, on peut être amené à faire une cranioplastie de réduction quand le crâne a beaucoup augmenté de volume et que le cerveau est incapable de reprendre sa place. Vous voyez un petit peu, c'est quand même une grosse opération. Donc le devenir de ces enfants, je reprends les statistiques de Lille où j'avais colligé 358 cas sur une vingtaine d'années. Donc il y avait 38% à peu près des cas qui avaient été avoués. Euh, la présentation de ces patients, il y avait près de la moitié qui avaient des crises, près de la moitié qui avaient un déficit, près de 80% qui avaient une somnolence ou un coma. Et les autres symptômes, les douleurs, les vomissements, l'hypertension intracrânienne. Donc, c'est des enfants qui vont pas bien, hein. Et leur devenir, vous voyez, avec un suivi qui est moyen, qui est quand même assez court, on a près des trois quarts des enfants qui retrouvent un état antérieur normal et une mortalité qui était de 9% dans le groupe étudié. Maintenant, un état normal au bout de 28 mois, c'est pas suffisant, c'est sûr qu'il faut un suivi beaucoup plus prolongé. D'autre part, 9% de mortalité, c'est énorme. Malgré tout, c'est net très en dessous de ce qu'on trouve dans la littérature. Pourquoi? C'est parce que, bon, il y a bien sûr une bonne prise en charge grâce notamment à la mesure de pression intracrânienne, mais il y a surtout qu'on avait un diagnostic très exhaustif et que on diagnostiquait des cas, même des cas qui semblaient peu graves. Et ce qui est très important parce que si on passe à côté, il risque d'être de nouveau maltraité et de mourir. La prévention, donc comme j'ai dit, on peut en distinguer une prévention ciblée en fonction des facteurs de risque et une prévention pour tous, même avec des parents qui semblent a priori sympathiques, comme ce jeune Titeuf. La prévention, ça se passe d'abord par la formation et l'information des professionnels de la santé et du monde médico-social. La prévention pour tous, c'est l'éducation de tous les jeunes parents en maternité. Donc, c'est le Crying Plan qui nous vient du Canada, c'est inspiré de l'expérience québécoise, et ça a été mis en place à Lille avec l'impulsion de l'Agence régionale de santé en 2018, et on a vu une chute importante du nombre de cas en 2019. Il y a eu une remontée en 2021 qui était possiblement liée à la pandémie du Covid. On a vu dans beaucoup de centres qu'il y a
une flambée de maltraitance cette année-là, à laquelle on avait à peu près échappé à Lille, pour ensuite continuer à être nettement abaissé. Donc c'est vraiment une expérience qui est probante et qui est à continuer et à diffuser. Donc le crying plan, c'est l'éducation des parents en maternité, juste après la naissance. Tous les jours, Annabelle, puéricultrice à Gênes de Flandre, rencontre de jeunes parents. Bonjour, Célia. Bonjour. Je viens vous faire une information sur la prévention du syndrome du baby squeak. De- Donc c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Ça nécessite du personnel, de l'organisation, une infrastructure et donc un budget de prévention. Et c'est très important de joindre les parents au moment de la naissance puisqu'ils sont disponibles. Le papa est présent, c'est très important puisque, comme je vous ai dit, 70% des secoueurs sont des hommes. Et idéalement, cette prévention devrait être pratiquée également avant la naissance dans les consultations prénatales. Donc, comme je vous ai dit, la maltraitance de l'enfant, elle s'insère dans un contexte de violence ordinaire, les négligences lourdes, les violences intrafamiliales, etc. Et pour illustrer ça, je vous ai mis ce tableau qu'on voit au musée de la piscine de Roubaix et deux petites filles qui sont totalement ébahies devant cette violence épouvantable qu'on peut rencontrer dans un foyer. Il faut briser ce cycle de violence ordinaire parce que, comme je vous ai dit, il peut y avoir une transmission transgénérationnelle. Le maltraitant, ça peut être un ancien maltraité. Il faut atteindre des futurs parents, donc faire des actions de promotion de en lycée, éduquer les futurs parents et promouvoir la bienveillance. Il y a un modèle qui serait à suivre, c'est cette success story qui est la lutte contre la violence routière. Hein, historiquement, on avait jusqu'à 18 000 et même plus de morts par an sur la route. Ça veut dire 18 000 morts, ça veut dire trois fois plus de blessés et handicapés, hein. Et au fil des décennies, avec toutes les mesures qui ont été prises, on est arrivé à 2 000 et même moins de morts par an. Et donc, c'est vraiment un succès qui nécessite d'être imité. Ça suppose des investissements majeurs sur les routes, sur les voitures, des mesures de répression, on ne peut pas y échapper, de législation, des moyens matériels et humains, des mesures éducatives et des incitations économiques. Donc, en conclusion, le syndrome du bébé secoué, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut y penser chaque fois qu'on a un enfant qui a possiblement des lésions traumatiques. On a des enfants qui, malgré tout, souvent vont bien, notamment les cas qui sont les moins graves, mais il ne faut pas passer à côté parce que sinon ils risquent d'être de nouveau maltraités et de mourir. Les patients graves, ils restent, gardent un pronostic sévère avec une mortalité et des séquelles importantes. Et la prévention, elle est impérative auprès des jeunes parents en maternité par le Crying Plan. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos en ligne sur la playlist Maltraitance sur YouTube et également de nombreuses pages sur le site Neurochirurgie pédiatrique.